bienvenue dans cette nouvelle conversation pour le sommet, le deuxième sommet de la psychopédagogie positive, le sommet d'automne. Et aujourd'hui, je suis très, très, très contente de discuter santé mentale. Alors, c'est un sujet qui va pas être supra fun au départ, hein. Je peux pas vous dire que ça va être très gai, mais il y a des solutions. Et je discute avec Pascal Meunier. Pascal, je suis ravie de t'accueillir. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour. Eh ben moi, je suis ravi d'être là aussi, Isabelle. Et alors, qui je suis? Je suis professeur de lettres en collège depuis 5 ans et très longtemps professeur au lycée. Et je me suis formé à la psychopédagogie positive c'était pendant le Covid en réalité. Voilà. Donc, c'était en 2020, depuis 5 ans. Et aujourd'hui, j'enseigne toujours, c'est mon activité principale. Je suis des enfants en cabinet et j'essaye d'insuffler dans les équipes enseignantes, mais aussi dans mes cours, des petites graines de psychopédagogie positive en choisissant les graines les plus positives. Voilà. Ouais, on compte sur toi là-dessus, mais effectivement, hein, nous, on a très envie que les enseignants s'emparent de ça et puis disséminent la bonne parole en quelque sorte. Alors, dernièrement, tu as aussi eu besoin, je dis vraiment, c'est pas seulement l'envie de te former, c'est le besoin de te former à la santé mentale, à devenir secouriste en santé mentale. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que ça va être le sujet du jour? Alors, c'est vrai, je me suis formé l'année dernière comme secouriste en santé mentale parce que c'est un peu une conjonction de deux choses. La première, c'est que comme c'est la grande cause nationale et surtout la santé mentale des jeunes, il y a eu un grand plan de formation dans les établissements et moi, je me suis un peu jeté sur le plan de formation pour pouvoir en bénéficier. Parce que c'est plus qu'une cause nationale, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui est central parce qu'en fait, moi j'avais le sentiment qu'on manque de grille de lecture pour pouvoir comprendre ce qui se joue parfois avec des ados même avec des enfants qui sont en sixième, parce que la santé mentale, ça touche aussi les problèmes de santé mentale, ça touche aussi les petits, ça touche pas que les ados en troisième, en seconde ou au lycée. Et puis, euh, et puis c'est un problème que moi j'ai vu arrivé très fortement avec le Covid, en Oui. réalité. Mes enfants, mais aussi des enfants des autres qui ont été un peu chavirés par le Covid et ont pris ça d'une manière qui les a complètement bouleversés et parfois remis vraiment profondément en question, avec un temps de rétablissement qui peut prendre vraiment 1 an, 2 ans, donc ce temps long qui m'a interrogé. Voilà. Donc la santé mentale, ça me semble être dans la formation des profs un angle mort et c'est drôlement intéressant de pouvoir s'y former, vraiment. Nous, c'est vrai que moi, je partage ton point de vue, c'est-à-dire qu'on a eu dans nos cabinets on a vu apparaître des choses qu'on ne voyait pas avant, pas aussi fort que ça, et on va en parler, tu vas décrire aussi tout ça. Et, euh, et du coup, pour bien démarrer, pour qu'on parle de la bonne chose, que tout le monde nous comprenne, toi, comment tu définis cette santé mentale? C'est quoi la définition qu'on donne? Définition de la santé mentale, alors la définition de l'OMS, on peut la contester, mais c'est celle de l'OMS quand même, c'est un état de bien-être. La santé mentale, la santé, ça se définit comme un état de bien-être. Alors la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet de se réaliser soi-même, Ouais. voilà, de développer ses potentiels, qui permet de surmonter les tensions de la vie, c'est-à-dire que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, on le sait bien, donc et pour les enfants non plus qui permet aussi, et ça c'est l'aspect qui est très important aussi chez les jeunes, d'accomplir un travail qui soit productif, dans lequel on puisse se reconnaître et se dire, ben voilà, je suis fier de ce travail que j'ai réalisé, et de contribuer aussi à un groupe, à une communauté, et ça, cette idée de la contribution, c'est super important. D'autant que moi, ce que j'ai vu, ce qu'on a vu vraiment arriver de manière très forte, et surtout, moi, je trouve au collège, depuis que je suis au collège, c'est des enfants qui disparaissent. C'est-à-dire Mm. qu'on a une classe
Et puis un jour, un enfant qui est plus là, et puis en fait, il reste plus là pendant très longtemps. Et au bout de 10 jours, on se dit, mais quand même, il est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Et donc ça s'appelle le refus Ouais. scolaire anxieux. Et pour moi, c'est vraiment un des icebergs qui est arrivé là à l'horizon de notre métier, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Alors ça dure plus ou moins longtemps, c'est filé sur l'année. Quand il y a un vrai suivi et que la famille prend le problème très sérieusement, ça se règle assez facilement, mais enfin pas assez facilement, mais ça peut se régler. On peut se ré- Mais, euh, mais le problème du refus scolaire anxieux, et moi c'est là où ça m'a interrogé, c'est que ça produit chez les parents et chez les enseignants dans les équipes des discours qui ne correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu des parents qui disent, mais de toute façon, c'est un paresseux. Moi, je vais lui donner des coups de pied aux fesses, il va venir au collège. Vous allez voir, je vais l'emmener, il va venir au collège. Et l'enfant, il arrive devant la grille du collège et puis il fait demi-tour, en fait, hein. Oui. Et le père, il a beau lui donner un coup de pied aux fesses, ben, l'enfant, il fait demi-tour quand même. Donc là, il y a un vrai point qu'on voit de manière très concrète au collège avec la mise en place aussi de programmes d'accompagnement, d'aménagement. On diminue les cours, enfin, on essaye de tricoter quelque chose qui puisse répondre à cette anxiété terrible des enfants. Et qui est toujours du sur-mesure, hein. Moi, je vois bien que j'ai plusieurs, tu me parles, j'ai plusieurs patients en tête comme ça. On a toujours essayé de faire du sur-mesure. Il n'y a pas une solution miracle pour le refus scolaire anxieux ou une phobie scolaire vraiment très forte, avérée. Ce qu'il faut comprendre dedans, c'est que l'enfant, il aime apprendre, mais il ne peut pas venir. C'est comme les adultes en épuisement, en burn-out, ils aiment travailler, mais rien que passer devant leur entreprise peut leur déclencher une crise d'angoisse terrible. Donc c'est le corps qui refuse d'y aller, hein. C'est pas juste je veux pas, j'ai pas envie. On n'est pas dans la question du caprice, hein. Donc c'est bien que tu le soulignes effectivement. Non, Euh, pas du tout. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est d'autant plus difficile pour une institution qui définit des règles, des cadres pour le grand nombre. Pouvoir s'adapter individuellement à chaque cas particulier, il y a des résistances qui sont parfois énormes. Et en même temps, ça commence depuis 5 ans, ça commence à rentrer quand même dans des pratiques parce que de toute façon, on est bien obligé d'adapter oui. on n'a pas le choix. Il faut que l'enfant puisse se rétablir. Et nous, en tant qu'institution, on a un rôle pour qu'il se rétablisse. Voilà. Mais la question que ça pose, c'est qu'est-ce qui, dans notre système scolaire français, peut quand même engendrer cette espèce d'explosion de refus, d'anxiété chez les enfants. Voilà. Au-delà, en plus, enfin, il y a un contexte général qui est anxieux, hein. Il y a des enfants qui sont très jeunes, éco-anxieux. Donc, j'ai des enfants chez qui on n'arrive plus à allumer la flamme d'une confiance dans la vie. Il y a quand même cette chose-là. Et il y a un système scolaire qui est contraignant, qui a du mal à changer avec avec l'air du temps, j'allais dire, et qui propose un peu toujours la même chose que ce qu'on avait, en tout cas moi, ce que j'avais moi à l'époque. Je trouve que ça n'a pas considérablement changé, alors que je suis pourtant âgée. Et donc, et voilà, le système bouge pas aussi vite que la société bouge et que les jeunes bougent, les enfants bougent. Donc, voilà, il y a quand même cette problématique-là de qu'est-ce qui fait que l'école, est douloureuse pour certains et pour de plus en plus, presque, j'allais dire. Il y a on peut voir plein de raisons, mais c'est vrai que l'école chez nous, elle a une particularité en France encore plus qu'ailleurs. Bon, moi, j'ai fait un voyage d'études parce qu'on dans notre établissement, on reconstruit, donc on est parti en Suède, aller observer les systèmes scolaires en Ouais. Suède et donc les bâtiments, mais ça permet de mettre vraiment à distance le système français. Et notre système, il est très organisé depuis le 19e siècle vers la puissance industrielle française. Donc en fait, on fait en sorte que nos enfants, que l'école
organise la cohorte d'élèves avec les meilleurs, les un peu moins meilleurs, les un peu moins meilleurs. Et donc, ce système d'hyper-compétition qui est encore plus fort aujourd'hui avec ce qui se passe à la fin du lycée, Mm. Parcoursup, le contrôle continu, qui n'est pas du tout quelque chose qui va simplifier la santé mentale des enfants, hein, au contraire, eh bien, ça génère une espèce enfin, un tableau qui devient très compliqué pour les enfants parce qu'il y a le regard de l'adulte, j'ai l'impression d'être jugé en permanence. Il y a le regard des autres, je suis moins bon, meilleur que lui, donc il y a cet effet de comparaison en permanence. Et puis, euh, et puis il y a le discours des profs et des familles. Fais attention à ton orientation, tu n'auras jamais une bonne école, etc., etc. Donc, tout ça, faut dire qu'il faut vraiment avoir les reins solides pour pouvoir parfois traverser tout ça en restant bien dans sa tête, hein. Ouais. Pas Mais loin. même, tu vois, j'allais dire, je pensais à ça quand tu parlais de dire t'es allé voir en Suède. Moi, je me souviens être partie former des enseignants en Suisse, hautes écoles pédagogiques suisses. Et j'arrive dans une école et je n'avais pas compris que j'étais dans l'école. Pour quelle raison? Il n'y a pas de grille. L'école est ouverte sur la ville. Oh, c'est pas une prison. Et du coup, ça m'a semblé tellement incroyable. Je changeais vraiment de dimension et de me dire, mais c'est pas fermé, vous n'avez pas de grille? Je dis, ben non, il n'y a aucune raison que ce soit fermé. Et il n'y a aucun souci en plus. Donc, voilà. Donc, nous, on a un système qui est très, très singulier, très particulier. Et c'est quand on va à l'étranger qu'on se rend compte qu'effectivement, ouais, ça pose problème pour les enfants. Pose problème pour les enfants. Oui. Et du coup, ces murs entre lesquels il faut accepter de venir, c'est pas si facile que ça, parce que l'école, c'est aussi le souci de notre système aujourd'hui, c'est que le but de l'école, c'est plus la curiosité ou le bonheur d'apprendre, parce que ça, voilà, Ouais, l'émerveillement. Le but de l'école, c'est réussir l'évaluation. ouais, c'est Et ça. donc, l'évaluation prend toute la place. Et Mm, ça, il y a Bernard Lahire là, qui vient de sortir un tout petit texte au seuil qu'il mm. faut Ouais, absolument que tout le monde devrait lire. Et ça, c'est un vrai, vrai énorme problème parce que les enfants ont l'impression que ce qu'on leur demande d'ingurgiter à l'école, c'est dans une espèce de système qui ne fonctionne que pour l'école. C'est-à-dire que oui, c'est le ça. seul intérêt, c'est pour la note. Et donc, en dehors de ça, ça n'a pas de rapport avec la réalité, ça n'a pas de rapport avec leur vie, ça n'a pas de rapport avec le monde. Et, euh, et donc, ça n'a pas de sens en réalité. Oui, Donc, cette espèce de vision, alors, il y a beaucoup de profs qui luttent contre ça, mais le système fait que ben, on avance. Et ouais. cette espèce de vision d'un système complètement hors sol, ça n'aide pas les jeunes à trouver de la motivation et du sens toujours, hein. Système qui continue après, puisque Christophe Dejour, qui a été mon professeur au CNAM en psychologie du travail, avait écrit l'évaluation à l'épreuve du réel, donc l'évaluation en entreprise, donc au travail, et disant qu'elle était totalement à côté de la plaque. C'était complètement hors sol et que pareil, les gens travailler pour du travail irréel, juste pour répondre bien aux évaluations individuelles. Donc, ça continue en fait. On est dans un système qui un peu marche sur la tête dans cette question, sur cette question-là. Mm. Sur la question, moi, j'aimerais qu'on s'attarde un instant sur les conséquences de ce mal-être qu'on observe et notamment les symptômes. Qu'est-ce que tu as observé? Moi, j'ai observé aussi, pour qu'on comprenne que la santé mentale, c'est pas juste je vais pas bien, je reste chez moi enfermée de façon anxieuse, mais ça peut prendre plein, plein, plein d'autres figures, hein. Parce que moi, j'ai observé avec la petite fenêtre à partir de laquelle je regarde les enfants et le système scolaire, c'est que en fait, euh, ce qui, alors, ce qui m'a frappé peut-être, c'est la fréquence des crises d'anxiété et de panique alors avec un degré d'intensité
que je ne connaissais pas avant. Et je trouve que depuis 3 4 ans, il y a vraiment des jeunes qui expriment de manière très puissante avec leur corps, avec des tremblements, avec des crises d'étouffement, vraiment un état profond de panique. Et du coup, c'est des jeunes qui sortent, c'est des jeunes qui se mettent à hurler dans les couloirs de peur, hein. Et c'est des situations auxquelles nous, les adultes, des fois, on est confrontés en se disant, mais qu'est-ce qui se passe là? De Ouais. quoi il est question? Du point de vue des enfants, il y a aussi beaucoup de larmes, beaucoup plus qu'avant. Alors, certains vieux profs disent, bon, ils sont beaucoup plus sensibles, hein, les petits quand même, aujourd'hui, ça pleure plus, hein. Mais non, ils pleurent pas plus, c'est qu'en fait, c'est plus violent pour eux, du coup, hein. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez sensible. Moi, je trouve que euh, ben, ça rend les relations prof-parents parfois très compliquées parce que les parents voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et au lieu de s'attaquer à l'institution, bah, parfois ils prennent le prof comme cible, mais le prof aussi peut se dire, bah, les parents quand même, ils font pas leur travail là, donc Ouais. ça vient mettre beaucoup de grains de sable dans une machine qui est déjà un peu difficile, et du coup, on arrive à avancer quand vraiment il y a une confiance et un dialogue et une écoute entre la famille et l'école et l'enfant. Donc, c'est dans ce triangle-là. Et ça, c'est vraiment pas toujours facile à fabriquer comme condition d'écoute et d'échange. Donc, voilà. Ben, moi, j'ai envie de dire que, une école qui, qui donne l'impression aux enfants qu'ils sont sans cesse un peu agressés, parfois, hein, peut aussi générer chez les jeunes de l'agressivité, c'est entre eux. Et, euh, et, et ça, on a appris à y être attentif aussi avec la méthode de préoccupation partagée et le souci de faire attention au moindre, aux micro-gestes, aux tout petits messages qui peuvent se passer, un regard, des yeux qui se lèvent quand un élève prend la parole, pour que le climat puisse s'apaiser. Et c'est vrai que un enfant qui est sous tension, un enfant qui a peur, un enfant mais comme un adulte en réalité, Ouais. il a tendance à attaquer parfois, puisque c'est une des réactions Oui. possibles, hein. Et ça, euh, et ça parfois en dehors enfin, d'une manière qui ne correspond pas à son identité ou enfin à sa personnalité réelle, Ouais, c'est ça, à attaquer ou à s'attaquer lui-même, puisque ou à on s'attaquer va lui-même. voir effectivement des enfants qui vont se scarifier, on va Mhm. observer des troubles du comportement alimentaire, de dire donc à la fois je contrôle mon corps, mais je lui fais pas du bien. Donc il va quand même y avoir des tas de symptômes anxieux, des symptômes comportementaux, comme tu disais, d'agression ou d'auto-agression, etc. Et toute la bobologie. Donc, on retrouve la même chose que dans les risques psychosociaux au travail. Bah là, les risques psychosociaux, ils sont rentrés à l'école et on va voir effectivement des troubles psychiques, des troubles comportementaux et toute la partie de troubles somatiques avec des enfants que moi je trouve souvent, tu disais tout à l'heure des gamins qui sont pas là pendant 10 jours, mais il y a aussi des enfants qui tombent malades. Ils sont malades Mhm. parce que bah, la maladie, c'est l'option de sortie. Alors, hop, ils ont une gastro, ils se font, ou bien ils se sont fait une entorse. Donc, il y a beaucoup de bobologie parce que du coup, quand le corps va mal, ça peut justifier l'état intérieur. Je ne sais pas si ça, tu l'observes aussi, mais... Oui, c'est vrai. Voilà, ça fait 4 semaines qu'on a vraiment démarré là. Et c'est marrant parce que ce que tu me dis, je voyais un petit élève de sixième que j'ai là et qui, depuis une semaine, se promène en fauteuil roulant parce qu'il s'est fait une entorse et que il peut plus marcher. Ouais, Et ça ne marche plus. Et du ouais, coup, en même temps, le fauteuil fait que les autres prennent soin de lui. Donc, ça crée une espèce de,
de groupe là comme ça autour de lui qui lui fait du bien et que l'adulte prend soin de lui aussi parce qu'il faut monter les marches pour aller à l'école, pour aller dans les classes. Donc, euh, il y a beaucoup d'enfants. Les infirmières scolaires, c'est un métier épouvantable hein, parce que il y a une demande pour aller à l'infirmerie. C'est Ouais, c'est ça. pas toujours pour quitter le cours au bon moment, mais c'est vraiment parce qu'ils ont besoin d'aller vers l'infirmerie juste pour être écoutés ou juste parce qu'ils se sentent pas bien en réalité. Pour un temps de respiration, moi j'ai une jeune patiente qui est au lycée et qui me dit, bah voilà, quand je sens que tout monte et que c'est trop, il y a trop de monde, trop d'interactions et que l'anxiété monte, elle va à l'infirmerie, elle dit ma fiche d'infirmerie, elle est remplie à ras-bord et il y a je sais pas combien. Et elle dit c'est un endroit où il y a du silence, où je peux tranquillement me reposer, je vais pouvoir souffler, pouvoir reprendre un peu. Ouais, un peu d'énergie parce qu'il n'y a pas tant de lieux que ça dans l'école où on peut le faire, tu vois. Donc je pense que ça, c'est important aussi. Donc euh, euh, tous ces signaux, enfin surtout pour les collégiens lycéens, moi je dis attention à ne pas tout mettre sur l'étiquette crise d'adolescence. Il y a des adolescents qui vont très bien. Alors, ils vont souffler quand vous leur demandez un truc, ils râlent. Tout ça, c'est tout à fait normal. Et il y a des adolescents qui sont douloureux. Il y a des enfants qui sont douloureux. Et là, on n'est pas dans une situation qui est chouette et il faut le prendre en compte. Si on se dit, on va attendre que ça passe, ça va pas passer, quoi. Ça risque de s'aggraver. Oui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la formation en santé mentale, ça ouvre les yeux sur des micro-comportements auxquels nous, les adultes profs, on doit être attentifs parce qu'il y a des toutes petites choses qui signalent un mal-être, et parfois un peu plus qu'un mal-être. Mais plus on arrive à le décoder tôt, plus avec juste une parole, des fois ça suffit, hein, d'aller voir l'enfant, lui dire, ah, bah, t'as pas l'air bien ce matin, si tu veux, va faire un tour dans le parc. Et des fois, juste le fait d'avoir été l'objet d'une attention, ça aide à reprendre du souffle. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ces signaux-là se confondent avec les signaux de oui, bon, aujourd'hui, on fait la crise d'adolescence de plus en plus tôt, ils sont adolescents en Et c'est cinquième. ça, à 8 ans, ils vont être adolescents maintenant. Ça me fait Et rire quand puis, ou alors, bah, c'est à cause des réseaux et des écrans, on ne les intéresse plus. Alors que le problème, c'est pas les réseaux ni les écrans. Le problème, c'est que bah, parfois, l'enfant, il est pas bien. Il est en souffrance. En souffrance. Alors, il faut arriver à, à se dire, tiens, peut-être que lui, il faut aller lui parler, puisque tout en santé mentale commence par, quand on est secouriste en santé mentale, commence par le dialogue, en fait. Voilà. ouais. Aller à la rencontre pour juste dire, comment tu te sens là? Qu'est-ce Ouais. qui se passe? Voilà. Je vois qu'il y a quelque Je chose qui... vois qu'il y a quelque chose. Ouais. Même ne Voilà. serait-ce que ça, souvent les parents, ils ont tendance, par moment, parce qu'ils sont inquiets, et c'est tout à fait normal, à devenir trop intrusifs, comme une forme d'interrogatoire de police. Et parfois, je leur dis, mais non, juste dites, tiens, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Et après, taisez-vous et ouvrez vos Hmm. oreilles. Parce Voilà. que les enfants, ils ont parfois juste besoin d'être entendus, écoutés. Entendu. Ouais, c'est ça. Donc, et nous, en tant qu'adultes, on sort nos solutions là. Alors attends, je vais t'aider. Tu devrais faire ci et ça et ça. C'est pas du tout ce qu'il faut, quoi. Taisons-nous par moment, le plus souvent possible. Mais observons, écoutons. Ouais, tu as raison. Une petite. Exactement. Et c'est l'acronyme de la formation en santé mentale. C'est AERE. A-E-R-E-R. Et dans aérer, il y a accueillir et il y a la deuxième lettre, la deuxième action, c'est écouter. Voilà. Et après, rassurer et accompagner. Ouais, Mais juste sans porter de jugement, sans poser évidemment un diagnostic, puisque c'est pas du tout le rôle d'un prof. ouais, Et en disant, bah, tu sais, il y a des solutions qui existent, il y a des gens qui peuvent t'aider. Euh, et,
et toi, tu as les ressources pour pouvoir faire bouger les choses. Voilà. Mais c'est vrai que la santé mentale, moi, je trouve que bah, c'est une des raisons pour lesquelles les parents viennent au cabinet Oui, de psychopédagogie positive. Parfois, c'est pas un problème de pédagogie, c'est vraiment un problème de oui, mal-être. ouais, Et puis parfois de mal-être relationnel parce que le moment des devoirs devient un moment, enfin, c'est une guerre de tranchées ouais, en famille. Et puis, du coup, ben, on le voit dans les discours des enfants au cabinet. Donc, ouais. c'est assez révélateur de jouer avec des cartes, même avec des cartes de jeu. Et ils inventent une histoire avec les cartes. Et là, en écoutant l'histoire, Oui. il y a plein de choses qu'on entend et on se dit, OK, d'accord. Alors on va partir, on va laisser un peu le pédagogique de côté, puis on va juste essayer de voir ce qui se passe à l'école ou de ce qui se passe dans la tête quand il se passe quelque chose à l'école. Oui, parce que Voilà. les parents viennent avec une demande et très souvent, derrière cette demande se cache autre chose. Tu as raison, c'est peut-être la santé relationnelle dans la famille qui ne va pas bien, c'est peut-être pas un problème de méthode et de pédagogie, c'est peut-être vraiment un problème émotionnel ou d'estime de soi ou de confiance en soi, etc. Et donc, nous, avec notre approche tête-cœur-corps, on va choisir quelle est l'entrée qu'on va avoir? Est-ce qu'on rentre par la tête, on va faire de la méthodo, ou est-ce qu'on rentre par la partie émotionnelle et on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là? Est-ce qu'on rentre plus sur le corps pour que l'enfant il se réinstalle dans son corps, il se sente, il ressente des sensations, il respire, il est là, il est présent, il est attentif, etc. Donc effectivement, derrière la demande, nous on est toujours en train de creuser, de savoir ce qui se passe et le fait d'être en lien, même en jouant. Alors, on fait une partie de cartes ou autre dans la discussion. Quand les mains sont occupées, qu'on a l'air de parler d'autre chose, boum, il y a le gros sujet qui débarque. Moi, j'adore ces Exactement. moments-là. Le J'adore ces... mandala, pour ça, est un outil incroyable, surtout avec les Ouais, petits, mais vraiment incroyable, parce qu'au fur et à mesure où le mandala se fait, la parole vraiment arrive à dire des choses. Et ça, c'est intéressant. Après, c'est là où le psychopédagogue, moi, je trouve, le praticien en psychopédagogie positive, il a un rôle parce que quand on voit que vraiment l'enfant est en souffrance, là, on peut dire ben, aux parents, venez un peu plus tard, venez tout à l'heure, on va discuter, on met l'enfant dans la salle d'attente et on leur dit aux parents, ben, là, euh, il faut l'emmener voir quelqu'un parce que moi, je ne suis pas psychologue, mais il y a quelqu'un qui peut vraiment l'aider. Et notre travail aussi, c'est un travail d'orientation et d'aide aux familles pour les orienter vers le bon praticien qui va pouvoir, c'est ça. si c'est nécessaire, accompagner l'enfant avec des outils professionnels de psy ou Parfois, il faut de une approche médecin. pluridisciplinaire, c'est-à-dire Voilà. un psychologue où il aura cet espace pour parler, mais aussi un psychopédagogue qui va lui montrer qu'il a des ressources, le reconnecter à son action, à la compréhension de lui-même, etc. C'est vrai que moi, j'aime bien, tu dis qu'il existe trois choses importantes que l'on fait au cabinet justement pour accompagner des enfants qui vont pas bien. Et la première étant d'orienter vers trois besoins. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Moi, le levier que je trouve vraiment presque magique, tellement ça marche bien, que ce soit au collège ou que ce soit au cabinet, c'est le levier des trois besoins psychologiques fondamentaux. Donc, Deci et Ryan, qui, dans les années 2000, disent, ben voilà, en fait, un être humain, il y a trois besoins psychologiques fondamentaux. C'est d'abord le sentiment de compétence face à quelque chose, se sentir capable de. Ouais, Le deuxième, c'est le besoin d'être relié, en fait. Parce que quand je suis relié, eh ben, je me sens épaulé, je me sens appartenir à un groupe. Et puis le dernier, qui est en souffrance vraiment à l'école, c'est le besoin d'autonomie. ouais, C'est-à-dire que si on prive l'enfant de tout choix, de toute possibilité de mettre quelque chose de lui-même dans une activité, ben forcément, s'il est constitué comme un adulte ou un futur adulte qui a un peu d'assertivité et un peu une colonne là vertébrale un peu forte, il va dire mais moi j'ai pas envie de ça en fait. ouais, Qu'est-ce que voilà.
Je suis pas juste un exécutant. Et du coup, cette autonomie, c'est par exemple quand on travaille par exemple avec des élèves en troisième autour d'une thématique, agir dans la cité, au nom de quelle valeur on va s'engager. Commencer la séquence en disant, bah, écoutez, je vais vous demander un truc, je vous donne un petit papier, et puis vous allez prendre le temps de réfléchir, et moi, qu'est-ce que je peux apporter à partir de ce que je suis à la réflexion qu'on va avoir autour de l'engagement. Voilà. Euh, Comment je pourrais contribuer? Qu'est-ce que je peux apporter? Alors, ça peut être un témoignage, ça peut être une question, ça peut être l'envie de construire un projet, etc. Et du coup, proposer aussi, alors au cabinet, ça prend une autre forme. Au cabinet, l'autonomie, c'est de dire, ben voilà, je vois bien que tu as telle ou telle difficulté, tu l'as exprimé. Moi, je te propose un, deux, trois outils, tu vois. Les trois marchent bien. Maintenant, par lequel tu aurais envie de commencer ou lequel tu as envie de prendre pour toi là et qu'on en parle la semaine prochaine quand tu vas revenir. Et le fait de simplement, tout bêtement, laisser du choix et un espace pour laisser du choix, que ce soit à l'école ou ailleurs, bah, ça change complètement la donne. Ouais, et puis dans Complètement. ce que tu dis, ce qui est génial, c'est parce que quand on pense autonomie, les parents ou les enseignants pensent il sait se débrouiller tout seul, il va faire son cartable, il fait ses lacets, etc. Voilà. Mais l'autonomie, c'est aussi l'autonomie de penser. Je Exactement. peux penser et choisir ce qui me va. Ça veut dire, par exemple, d'arrêter de choisir les vêtements pour ses enfants jusqu'à pas d'âge. On peut dire, bah voilà, regarde, il y a une tenue, l'autre, laquelle tu préfères pour demain. On peut déjà donner cette autonomie et ce choix. Si on veut pas, si on lui dit pas, prends ce que tu veux dans le placard, alors qu'il fait 40 degrés dehors, ils partent avec des collants ou une combinaison de ski, mais de commencer à les laisser penser par Mm. eux-mêmes, pour eux-mêmes. Donc ça, c'est pas souvent. Il y a beaucoup d'enfants qui sont très, très, euh, très mous. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense à un de mes patients à qui je disais, est-ce que tu pars en vacances là? Oui, 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 je crois que oui. Je dis, bah, vous allez où? Moi, je sais pas, c'est mes parents qu'on... Et je dis donc, tu te laisses emmener, tu sais pas où. Donc, c'est quand même incroyable qu'ils ne prennent pas part à cette vie de famille et qu'on puisse le déplacer comme une valise. Donc, ils sont à côté. Et quand on est à côté, comme tu disais, on n'est pas relié. On n'est pas relié, on se sent pas, les besoins sont pas, l'autonomie est pas là, le fait d'être relié n'est pas là. Je suis pas compétent pour choisir où on va, donc il n'y a rien qui va, quoi. Aucun des trois besoins n'est nourri. Et donc c'est Tout ça à qui fait. fait qu'on se sent mal à un moment. Ouais. Et ce besoin d'autonomie, c'est aussi vraiment quelque chose qui est pour eux, enfin, c'est lié à la motivation. C'est-à-dire que si on impose tout le temps un cadre et puis tu dois aller sur ce rail et puis tu vas jusqu'au bout de l'heure du cours en faisant telle et telle station, un enfant, c'est pas une mécanique en réalité. Donc, si on arrive à installer à la fois par des activités de groupe, ces échanges qui vont laisser de la place à du jeu et à du plaisir, ben on retrouve des jeunes motivés qui ont envie. Parce qu'en réalité, un ado, toutes les études de psychologie sociale, elles montrent que la curiosité d'un enfant ne cesse de descendre et arrive au niveau le plus bas, à l'entrée au secondaire, ce qui est quand même triste. Donc l'école semble avoir un rôle là-dessus, Oui, c'est vrai. visiblement, et c'est un peu douloureux quand on est prof de le reconnaître. Mais moi, ce que je constate en tant que prof, c'est que quand on crée des dispositifs, d'abord c'est rigolo à créer pour soi, après quand on crée des dispositifs pour les élèves qui privilégient ces trois besoins-là, ça marche super bien et les élèves ils sortent de classe avec le sourire et il y en a même qui disent déjà quand ça sonne Ouais. et alors là on sait que c'est gagné. Donc vraiment, sans plaisanter, c'est
un des leviers qui est vraiment Ouais, et puis ça te préserve ta important. santé à toi aussi, parce que À moi c'est aussi, quand bien même sûr. que malheureusement, certains profs sont tellement découragés ou n'imaginent pas que ce soit possible, etc. Ils disent, oh, de toute façon, ils s'intéressent à rien, on peut rien faire avec eux. Donc, il va y avoir un discours de, ça peut pas être ma responsabilité si les élèves sont pas engagés, ça doit être la leur. Donc, il y a Mm. quand même quelque chose qui est questionnant là-dedans, mais je comprends qu'on n'ait pas envie de prendre la responsabilité de ce qu'on considère comme une absence de réussite, quoi. Donc, voilà, ça permet de changer le regard aussi, de changer le regard sur les ados, sur les jeunes, d'arrêter de leur coller des étiquettes, ils veulent plus rien faire, ils sont mous, ils sont machin. C'est Mm. absolument faux, quoi. Oui, et puis ça permet de changer le regard aussi du jeune sur lui-même, parce qu'il arrive en se Oui, disant, enfin, il sort du cours en se disant, oh bah, vraiment, cette fois-ci, j'ai bien aimé ce qu'on a fait. Et ouais, juste le fait pour un enfant, un ado, de dire j'ai bien aimé ce qu'on a fait, ouais, c'est c'est une sacrée victoire pour lui. Et pour nous, d'ailleurs, hein, mais pour lui d'abord. Pour lui d'abord, parce qu'il dit quelque chose de ses émotions et il dit quelque chose de la manière dont tout à coup le temps scolaire a un peu de sens. ouais, Et c'est ça, ça. Il le c'est subit pas central. simplement. Tout d'un coup, il est activé. Enfin, il y a quelque chose Ouais. qui est engagé. Le premier, donc, c'était orienté, voilà, orienter ces trois besoins-là. Le deuxième qui est intéressant, c'est autour de la question du temps. Qu'est-ce que tu peux me dire Ah, là-dessus? Que la question prendre du le temps, temps. Isabelle. Alors, le temps scolaire, c'est le temps de l'usine. C'est-à-dire que, on a une sonnerie, voilà, et cette sonnerie retentit toutes les 55 minutes. Et j'ai eu une période de ma vie de prof où ça a été devenu absolument insupportable pour moi, cette Mhm. histoire de sonnerie. Et, et donc, la journée est découpée, mais surtout, le temps scolaire, c'est le temps de l'urgence. C'est-à-dire qu'on tout le monde court à l'école. On court après le programme, puisque les programmes sont trop chargés. Ouais. Donc, il faut réaliser le programme parce que le programme, le prof qui veut amener ses élèves à la fin de l'année, il amène les élèves vers l'évaluation de la fin de l'année, en Mhm. réalité. Et donc, on a organisé nos activités en séquences et les séquences sont organisées de manière à ce qu'elles se terminent toutes sur une évaluation. Et en général, la bonne nouvelle pour les élèves, c'est que les évaluations ont lieu toutes en même temps, puisqu'on avance tous en même temps, en parallèle dans nos séquences, en maths, en physique, en français, en histoire, en langue. Et donc, les élèves, au bout de 5 semaines ou de 4 semaines, ils se retrouvent tous avec un feu d'artifice d'évaluation qui leur tombe dessus. Ouais. Mais cette évaluation, elle a pour but de fin de séquence, elle a pour but l'évaluation finale, donc c'est-à-dire le brevet pour les collégiens ou le bac pour les lycéens ou les épreuves de spécialité au lycée, etc. Donc, on travaille à toute vitesse, sans prendre le temps, parce qu'il faut engrainer les éléments du programme et parfois sans prendre le temps. Or, le temps, on sait bien, tout le monde le sait, que, un être humain, ça a besoin de temps pour changer, ça a besoin de temps pour comprendre, on a besoin de temps pour devenir créatif, on a besoin de temps, même de temps d'ennui, pour pouvoir développer son imaginaire. Et ce temps à l'école, paradoxalement, les enfants disent, on reste en France trop longtemps à l'école, on est 7 heures ou 8 heures par jour à l'école. Ouais. Et pourtant, ce temps-là, c'est un temps où on essaye de faire tenir là-dedans une masse de choses qui ne peut pas rentrer en réalité. Mhm. Et donc, moi, ce qui me frappe, c'est que le cabinet, pour le dire simplement, c'est un moment où ils viennent, ils se posent, et alors même physiquement, les lycéens qui viennent, on les voit, voilà, ils se Oui. posent sur la chaise en face du Ouais. bureau, et là, ils ont le temps de souffler, parce qu'on commence souvent par des activités sur le corps, de détente, de relaxation, de méditation un peu parfois. Et puis, ils prennent le temps d'observer leurs émotions aussi, parce que les trois kiffs du jour ou de la semaine, parce que oh, c'était trop bien, la prof de machin était absente, je suis sorti à 14 heures. Et donc, qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Euh, Mhm. et, euh, et puis, au cabinet, surtout, moi je trouve, on reprend par exemple, le jeune arrive avec son contrôle de maths, bon, j'ai eu 12, je suis pas content de moi.
Bon, alors, ça, c'est un autre débat. Mais après, on en parlera. Mais le jeune arrive avec son contrôle de maths et on prend le temps de se dire, quand tu as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment tu as fait? Et ça, c'est des questions qu'à l'école, on n'a pas le temps de poser, en C'est ça. réalité. Et vraiment, le temps de la psychopédagogie positive, et tout à coup, c'est le temps où ils deviennent à nouveau curieux d'eux-mêmes, moi j'ai envie de dire. Et au cabinet, c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit à mes collègues, parce qu'ils me disent, mais comment ça se passe une séance de psychopédagogie positive dans un cabinet? Et moi, je leur dis, mais en fait, moi, je te dis, on a souvent l'impression que les jeunes à l'école, ben, ils sont limités, qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils n'ont pas envie, qu'ils n'ont pas d'appétit. Et ben, au cabinet, la première chose que tu découvres, c'est leur intelligence et c'est leur appétit. Ils Ouais. sont incroyables. Ils sont curieux. Et ça, c'est un truc que tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas expérimenté face à un jeune qui est là devant toi. Voilà. Ouais, Mais ouais, ce temps de la curiosité, comment je fais dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe quand j'évoque? Qu'est-ce qui se passe quand je suis au début du contrôle et que tout à coup, je suis submergé par des pensées là qui me viennent? Comment je réagis? Et ben, cette espèce de recul qu'on leur offre derrière, ça leur offre un petit levier pour pouvoir agir sur leur bien-être à l'école, moi, je au suis collège ou au vraiment lycée. épatée par certains jeunes que j'accompagne. Je dis, mais oh, tu peux pas savoir, mais moi, à ton âge, je n'avais pas l'analyse que tu as de la situation. Je n'avais pas autant de lucidité et de clairvoyance et d'analyse de soi. Parce qu'ils ont eu, voilà, ils ont des parents qui les ont amenés quand ils ont eu qu'il y a un souci. Et du coup, on a cheminé ensemble. Et comme ils sont, comme tu dis, très intelligents et ils sont curieux de se découvrir eux-mêmes, ils en font quelque chose de très joli. Donc, moi, je suis toujours ravie d'observer ça en me disant, ça va donner des adultes conscients. Ils vont comprendre. Et sur la question des notes aussi, moi, ce que j'aime bien faire, là, quand tu dis, il arrive avec un 12 il dit, bon, c'est pas terrible. Moi, j'aime bien dire, mais comment tu as fait pour avoir 12 points déjà? Qu'est-ce qui a fonctionné? Et donc, ils sont surpris. Ils disent, vous voulez dire ce qui n'a pas marché? Je dis, non, non, je te demande l'exact inverse. Qu'est-ce que tu as réussi? Et du coup, qu'est-ce qu'il t'a manqué pour avoir une note qui te satisfasse? Peut-être qu'il lui a manqué que un point ou deux points, parce que il visait le 14. Pour d'autres, il va manquer voilà, plus. Qu'est-ce qui t'a manqué? Est-ce que tu as manqué de temps? Est-ce que tu as manqué de calme à l'intérieur? Est-ce que tu as manqué de connaissances? Tu as manqué d'entraînement, etc. Et c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc quand ils comprennent effectivement que peut-être quand ils arrivent en évaluation, ils sont supra-stressés, donc le corps s'agite à l'intérieur et ils n'ont plus accès au cerveau, eh bien, on va accompagner là-dessus et ça va permettre vraiment de déverrouiller des choses. Et quand ils le comprennent, pour eux, c'est ultra magique, quoi. Ils adorent ça. Mm. Et c'est magique pour celui qui accompagne aussi, hein, parce Oui, que tout oui, à c'est coup, on vrai. voit dans les yeux qu'il se passe quelque chose, et Oui, ça, oui, oui. c'est un moment merveilleux. Mais c'est vrai que euh, pour moi, le troisième aspect, troisième vrai problème de l'école, c'est celui d'évaluation en Oui, réalité. Et le jeune, enfin, le problème de la santé mentale de l'enfant ou du jeune, c'est que, il est dans un système où de plus en plus, là, les élèves de sixième, de cinquième, de quatrième sont arrivés au collège avec la semaine juste après des évaluations nationales, puisque maintenant, tous les enfants sont évalués par oui. des exercices sur Internet. Il y a un temps limité, il faut qu'ils fassent ça. Et puis après, il y a un résultat qui est produit. De ce résultat, ça va donner ci, ça. Bon. Et l'acte d'accueil Ouais. dans le collège, c'est l'évaluation nationale. Alors, on dédramatise, on dit c'est pas une note, ça va pas être sur le bulletin, mais c'est quand même. En plus, ça se passe par Internet, donc c'est une espèce de Big Brother là qui est en train de t'évaluer et de te passer à la moulinette des questions dont parfois les élèves ne comprennent pas bien pourquoi, enfin Elles quel sont sens elles posées, peuvent hein. avoir. Bon. Et du coup, euh, l'un des, L'une des choses que moi j'ai apprises à la fabrique, et que j'avais adoré, c'est les histoires d'échelle, de 0 à 10. Là. De 0 à 10, tu te sens comment? De 0 à 10, tu as Ouais. l'impression que tu maîtrises comment? De 0 à 10, etc. Et en disant bien quel est le 0 et à quoi correspond le 10.
Et en fait, euh, et en fait, je l'utilise quasiment tous les jours, même tous les jours, j'ai envie de dire, tous les jours, plusieurs fois par jour, dans un même cours. On commence le cours en disant, OK, alors je sais pas, un type et forme de phrase, là, prenez le temps, juste dans votre tête, vous évoquez, voilà, de 0 à 10, comment vous sentez que vous maîtrisez le truc. Bon, on Ouais, note au début, on travaille, à la fin du cours, de 0 à 10 maintenant, comment vous sentez que vous évaluez, comment vous vous évaluez, comment vous sentez que vous ressentez et vous maîtrisez la notion. Et après, j'explicite, parce que c'est super important d'expliciter, en leur disant, bah, voyez, s'il y a une différence entre le début et la fin du cours, c'est que vous avez senti quoi? Bah, que vous avez compris. Enfin, ils disent, oui, bah, monsieur, en fait, on a compris. Et du coup, le fait de te dire, tu as compris, ça fait quoi? Bah, je sors en étant confiant. Voilà. Et ça nourrit la confiance en soi. Donc, ça nourrit du positif et ça fait du bien et ça aide à résister aux troubles ou à la difficulté de santé mentale qui peut venir. Et du coup, euh, ça, c'est une pratique qui devient facile dans les classes au fur et à mesure où on avance. Les sixièmes ne comprennent pas. Ils disent, mais comment je peux m'évaluer? ouais, Et donc, l'idée, c'est de les accompagner en leur disant, bah, c'est pas moi qui dois t'évaluer. En ouais, permanence, ça sera toi qui vas t'évaluer. Et, euh, et tu dis que tu maîtrises cette histoire à 4. Bon, alors, il y a quoi dans le 4? ouais, Vas-y, explique-moi. Pourquoi tu es à 4 et pas à 2? ouais. Et du coup, ils savent ils prennent conscience qu'ils savent déjà des choses et puis ils prennent un outil de pouvoir sur eux-mêmes aussi. C'est-à-dire qu'ils se disent, bah oui, si c'est moi qui évalue ce que je fais, la vie devient un peu plus simple aussi. C'est vraiment basé sur les échelles de la douleur à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on va arriver, moi j'arrive avec le bras cassé et on va me dire sur une échelle de 0 à 10, 0 tout va bien, vous n'avez pas mal et 10 c'est insupportable, où vous situez-vous? Et dans ces cas-là, on est fortement capable de dire. On sait très bien dire, là c'est 8. Donc, Mm. c'est pas 10 mais c'est 8 ça devient dur. Et puis, toi, tu arrives avec le bras cassé et tu vas dire, c'est 4. Peut-être parce que ben, ton ressenti de douleur, il est différent du mien, tu arrives mieux à l'appréhender. Et c'est OK aussi. Donc, en fonction de ça, on va mettre en place une prise en charge. Et bien, d'être capable de s'auto-évaluer, d'auto-évaluer son ressenti physique, de le passer tout d'un coup, comme tu dis, à un ressenti de euh, comment je pense que je maîtrise la notion. C'est hyper fort parce que tout d'un coup, le pouvoir d'agir, il est de mon côté. Je Exactement. reprends la main sur les choses. Je suis capable de dire non, là, franchement, je suis à 2, quoi. C'est la loose complète. Vaguement compris, mais je saurais même pas le refaire et je suis noyée. Voilà. Et puis d'autres vont dire je suis à 7. Je commence à maîtriser, mais il me semble qu'il y a encore une petite chose ou deux sur laquelle j'ai pas mis la main. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça redonne le pouvoir aux élèves. Mm. Et du coup, c'est eux qui vont aussi, alors ça c'est un des aspects dans le travail d'enseignement, c'est-à-dire que euh, ça permet de transformer par exemple la salle de classe en une place de village. C'est-à-dire que l'autre jour en quatrième, on a poussé les tables et puis ils s'étaient évalués, donc les élèves qui avaient une évaluation très forte ou très positive d'une notion, je leur ai dit, ben voilà, dans chaque coin de la salle, là, va y avoir un bar, un bureau Ouais. d'aide rapide. Vous êtes le tenancier du bar, donc j'ai besoin de 4 tenanciers de bar. Donc les élèves qui se sentaient confiants par rapport à la notion qu'on travaillait ont dit, moi je veux être tenancier, moi je veux être tenancier. Donc ils sont chacun rejoint leur bar. Et puis les autres, je leur ai dit, ben voilà, vous sortez de la messe et vous allez au bar. Et du coup, non, j'ai pas dit vous sortez de la messe, on est dans une école et vous allez au bar, mais vous allez chercher au bar, en fait, ce dont vous avez besoin. Et du coup, après, moi, mon rôle de prof, c'est d'observer, c'est de voir comment ils interagissent, c'est de voir aussi ce qui est en train de se jouer, et puis d'aller voir s'il y en a qui s'échappent un peu, qui vont jouer aux boules plutôt que de discuter au bar. Mais du coup, ça change aussi ma posture Ouais. d'enseignant. Et ça, c'est assez agréable en réalité. Ben oui, tu deviens Et facilitateur.
Voilà, exactement. Et c'est ça aussi être psychopédagogue, c'est être facilitateur. Moi, aux parents qui viennent pour la première fois, je leur explique, et aux jeunes, je leur explique, ben, je suis un facilitateur. C'est toi qui as les solutions. Moi, Ouais, je vais t'aider à en prendre la mesure, à prendre confiance en toi pour pouvoir les mettre en œuvre. ouais. Voilà. Oui, c'est génial parce qu'en plus, ça permet, moi, dans ce sommet, je parle comment dire, d'autres modèles éducatifs dans le monde, et notamment le modèle danois ou finlandais aussi, plutôt scandinave, qui est sur un apprentissage collaboratif. Vraiment, si je sais et que je vais pouvoir l'expliquer à l'autre, je continue à apprendre, je ne perds pas mon temps, puisque le fait de transformer mon savoir pour le transmettre, ça m'enrichit aussi. Donc, et ça permet de vraiment travailler de manière collaborative, de faire attention à l'autre, donc de développer de l'empathie, etc., dont on manque cruellement. Quand on est dans un parcours qui est très individuel, on est évalué tout seul, on est en compétition avec les autres, ça manque cruellement de collaboration et toi tu le mets en œuvre, c'est vraiment, c'est extra quoi, cette manière Je de... travaille les CPS, les fameuses compétences Ouais, psychosociales. Et puis, c'est vrai que essayer de leur apprendre que les solutions, elles sont collectives et qu'on est ouais, plus intelligent à plusieurs. ouais, Et puis, il y a un autre effet qui a été mesuré, hein. J'avais lu une étude il n'y a pas très longtemps, ce qui disait que l'effet bénéfique de ce genre de coopération entre élèves est massivement plus important pour celui qui aide que pour celui qui est aidé, en oui, réalité. bien Donc, sûr. celui qui en bénéficie le plus, c'est l'aidant, enfin, c'est le Oui, tenancier oui, du bar, en quelque sorte. Voilà. ouais, ouais. Et un peu comme dans la vraie vie. Et l'idée, c'est que l'idée, c'est ça, c'est que euh, moi, je leur explique, ben voilà, on vit une période formidable. Ah bon, vous trouvez, monsieur? Mais oui, il y a plein de défis super intéressants à relever. Mm, Et mm. donc, faut regarder voilà, on est au milieu du monde, on l'a pas choisi, on est là maintenant, mais on a plein de défis super impressionnants à relever. Et donc, eh On compte ben, sur vous. apprenons à les relever ensemble. Et si on vous apprend à l'école à travailler ensemble, Ouais. eh ben, vous saurez le faire Oui, pour c'est plus ça, tard. bien sûr. Voilà. C'est redonner de la confiance. On sait que la confiance en soi, si je suis confiant sur ma capacité à, ça vient aussi nourrir l'estime que j'ai de moi-même. Donc, si j'ai une bonne estime de moi, ma santé mentale est beaucoup plus solide. Elle va moins se fissurer. Je vais pas me dire que je suis nulle, que je vaux rien, que finalement, même si j'étais pas là, ce serait pas grave, etc. Au contraire, je vais vraiment être me sentir puissant, quoi, en quelque sorte. Mhm. Euh, Et pouvoir surmonter les difficultés ouais. qui viendront, hein, ou qui viennent, mais pouvoir les accueillir et les surmonter. Et ça, c'est vrai que la confiance et l'estime, Ouais. c'est ce qu'on devrait inscrire dans les programmes du collège. C'est-à-dire, c'est avec ce bagage-là qu'il faut qu'on les envoie vers les études du secondaire et du secondaire vers les études supérieures et après du supérieur vers la vie professionnelle. Oui, c'est ça pour contribuer, parce que c'est quand même ça le but, c'est de dire, ben voilà, j'ai été formée et maintenant j'ai envie de contribuer à un endroit qui me semble être l'endroit pour moi. Peut-être dans du travail d'accompagnement, peut-être dans de l'ingénierie, peut-être en cuisine, etc. Quel que soit l'endroit, je sens que je vais contribuer euh, au monde. Donc c'est Mhm. ça la force. Si je pense que je ne suis pas utile, que rien n'a de sens, c'est terrible. Parce que Mhm. voilà, on est des animaux sociaux, on a besoin d'être reliés, etc. Et on a surtout besoin de sentir qu'on amène quelque chose sur le temps qui va nous être donné sur Terre et qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais dans ce temps-là, voilà, moi souvent, quand il y a des jeunes qui disent de toute façon à quoi ça sert, on n'a pas choisi de vivre et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, ça sert à rien, on va partir. Je lui dis, ah non, mais tu oublies un truc, c'est que entre le moment où tu es arrivé et le moment où tu vas partir, effectivement, on ne sait pas quand, il y a plein de choses intéressantes à vivre. C'est super sympa. Et plus tu avances, plus ça devient sympa parce que
tu vas avoir encore plus d'autonomie, tu vas prendre les décisions pour toi-même, tu vas grandir, et là, tu vas voir que ça a vraiment une saveur particulière. Donc vraiment de nourrir cette énergie, cette joie, cette envie d'aller voir ce qu'il y a demain, puis l'autre demain, etc. Et ainsi de suite. Donc c'est aussi comme ça qu'on les sort voilà, des idées noires, de pas envie d'y aller, de pas de motivation, de l'anxiété massive. C'est aussi nous qui sommes des rôles modèles pour dire, mais attendez, ça vaut la peine, la preuve en est, effectivement. Quand j'étais comme toi au collège, bon, bah, c'était plus ou moins chouette, ça dépend pour qui. Mais maintenant, je trouve que c'est très savoureux. Donc, quand on leur dit, c'est quand même sympa pour eux, quoi. Qu'est-ce que J'aime j'ai bien une le mot de question? saveur, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, ouais, savoureux. J'ai une question pour toi qui est, qu'est-ce que ta pratique en psychopédagogie positive, et donc auquel tu as rajouté effectivement cette partie de secourisme en santé mentale, qu'est-ce que ça a modifié dans ta pratique professionnelle d'enseignant? Qu'est-ce que ça a amené de différent dans la manière dont tu fais les choses? Parce que tu étais quand même déjà un prof singulier, même bien avant, parce que je le dis à tout le monde parce qu'Almeni était le prof préféré, un des deux profs préférés de ma fille cadette, qui ne jure que par lui et qui adore les lettres grâce à Pascal. Mais euh, voilà, qu'est-ce que ça t'a amené en plus dans la manière dont tu organises tes cours peut-être, dont tu les accompagnes en classe? Moi, ça m'a amené d'abord une très grande curiosité pour donc, alors, la gestion mentale, mais aussi tout ce qui est les connaissances aujourd'hui. Donc ça, c'est un des grands sujets sur lesquels je me forme en continu parce que là, on a une chance incroyable de pouvoir avoir toutes ces études sur le cerveau, tous ces gens là autour qui nous disent voilà comment on apprend, voilà comment fonctionne la mémoire, voilà ce que c'est que l'attention. Et donc là, on a moyen de construire des choses dans notre métier de prof qui sont vraiment intéressantes. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, en fait, j'ai envie d'utiliser le mot. Alors, il y a le mot saveur, mais il y a le mot douceur aussi. Mhm, Et, euh, et le mot douceur, c'est un mot qui me semble super important. La douceur, c'est c'est celle de l'écoute que j'ai appris à pratiquer aussi quand on écoute au cabinet une famille ou un jeune, mais sans jugement, en reformulant, en étant dans l'accompagnement positif, et puis dans la confirmation aussi de ce qui fait de ce qui fait les forces du jeune. mhm. Et puis, mais la douceur à l'école, c'est c'est d'abord, enfin, je sais pas comment dire, c'est tout simplement le fait d'être aligné et d'être là, quoi, et d'être là pour eux. Et du coup, quand ils sont, moi, j'ai l'impression de faire cours comme je fais cours, voilà. Et quand un élève de troisième me dit, Monsieur, vous êtes quand même trop gentil. Je dis, comment Ouais, ça, je suis trop gentil? Tu veux dire que... Et en fait, j'ai de la fermeté, j'ai un cadre, hein, je suis très, très ferme sur plein de principes. Il n'y a pas une mouche qui vole, enfin, il n'y a pas de bruit dans mes cours, sauf quand il y a besoin d'avoir du bruit. Mais, mais ce que ça m'a vraiment apporté, c'est l'idée que mon rôle, c'est un rôle euh, c'est pas moi qui sais pour lui. Voilà. ouais, Moi, j'ai des outils et je peux l'aider à croire en lui suffisamment pour avoir envie d'utiliser un outil. Alors que souvent, dans les profs, dans notre formation d'enseignant, on nous dit ça, on nous dit, ben voilà, c'est un métier, prof, hein, évidemment que c'est un métier, mais vous êtes celui qui sait, puisqu'on professe. oui. Et donc,
ben, en fait, oui, je sais des choses sur ma discipline, je sais des choses en didactique, je sais des choses sur le fonctionnement du cerveau, mais, euh, mais je ne sais pas qui est l'enfant, je ne sais pas comment il fonctionne, je ne sais pas quelle est sa vérité, sa réalité, ses émotions. Et donc, tout ça, c'est à lui appartient. Et pour moi, ça, c'est vraiment le point le plus marquant. Et puis j'ai envie de dire, ce que ça m'a apporté, c'est le gain de la psychologie positive, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder la moitié vide du verre, de regarder Mhm. la moitié pleine. Oui, Et ça change complètement le quotidien du prof. oui, Mais complètement. Parce que même en salle des profs, quand il y a des discours qui peuvent être un peu défaitistes, un peu alarmistes ou juste fatigués, euh, c'est pas mal de dire oui, mais alors, tu sais, lui, l'autre jour, il m'a fait un truc, c'était super. oui. Et juste poser ça, toc, voilà. Je juge pas ce qui est dit, je comprends Ça qu'il y met a des la personnes que graine c'est dans, dans la fatigué, tête mais de tout. voilà, toc. Et ça, et ça c'est même pour moi, parce que parfois dans le monde dans lequel on vit, c'est compliqué de voir le positif, hein. Oui, Euh, mais euh, mais c'est ça qui prend soin de ma santé mentale, oui. vraiment. La mienne aussi. Oui, la tienne aussi. Moi, Mm. j'aime bien aussi l'idée, on en a discuté, que tu vas utiliser des outils euh, régulièrement, comme la respiration, euh, la régulation émotionnelle, etc. Donc, que les enfants, les ados vont s'approprier, ça va devenir leurs propres outils, même l'auto-hypnose. Et donc, de dire, bah, je vous amène ça parce que c'est pas quelque chose qui est annexe ou qui est juste original. Ça fait partie de l'apprentissage. Si vous réussissez à respirer comme il faut, l'inquiétude va descendre. Si vous vous imaginez en réussite, etc. Donc, toutes ces techniques-là, qui sont souvent utilisées d'ailleurs avec des sportifs de haut niveau, on oublie de les utiliser à l'école alors que ça marche très bien. Et puis, aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand tu dis, en fait, je vais les aider à alléger leur charge mentale quand ils arrivent chez eux. Comment tu fais pour les aider à alléger leur charge mentale? Alors ça, c'est vrai que c'est un point qui est devenu pour moi une nécessité, alors que je n'y avais jamais pensé avant. Euh, En fait, je sais pas, ça a bougé lentement, mais depuis 3 ans, 2 ans peut-être, 2 ans et demi, je, dans mes heures de cours, il y a toujours un moment où les élèves ont un temps pour mémoriser, un temps pour apprendre, en réalité. Alors, ils peuvent apprendre pendant que le cours se fait, parce que le cours est construit pour que l'apprentissage se fasse, mais il y a un temps où on se pose et où le jeune est invité à reconstruire par ses évocations mentales le savoir, l'encoder pour pouvoir l'enregistrer. Et, euh, et je leur dis, voilà, on s'arrête. Là, c'est le temps que vous allez gagner ce soir. Parce que si on fait le travail tous ensemble bien, si vous évoquez, si vous jouez vraiment le jeu, eh ben, vous allez voir ce soir, vous n'aurez plus besoin de le faire. Et en plus, là, vous avez une chance folle, vous avez un prof sous la main. Ouais, Donc, quelqu'un qui peut vous dire sans être méchant ou agressif ou je ne sais quoi, ou sans tension, comment il faut faire et comment vous proposer différentes solutions possibles. Et ça, c'est quelque chose qui surprend les élèves. Voilà, parce que c'est vrai que avoir un moment dans le cours où je fais ce que normalement je fais à la maison dans les écoles françaises, ça les surprend un peu. Et puis, bah, ça va imposer dans mon travail de prof de transformer un peu aussi le schéma général d'une heure, puisque ce qu'ils ont mémorisé il y a 24 heures, le ouais, cours d'après, toc,
Juste une question comme ça. Hop, on fait revenir ce qui a été encodé pour le réencoder, pour le confirmer et le Oui, consolider la mémoire. Ce temps de consolidation, il est super important. Et ça, je l'ai appris aussi avec tout ce que j'ai appris autour des cognisciences, hein, des sciences cognitives, mais, euh, mais en réfléchissant aussi, en fait, en écoutant les familles qui viennent au cabinet en disant, mais tout le monde, toutes les familles disent que le temps des devoirs, c'est un temps épouvantable. oui, Tout le monde. Alors on a nos souvenirs personnels, mais c'est une réalité qui est massive au cabinet. Et donc, je me suis dit quand même un jour, mais comment on peut faire, nous profs, pour faire en sorte que ce temps-là, il soit moins épouvantable pour tout le monde? Et ça semble assez évident que ce temps pour mémoriser, pour apprendre en classe, mais il a toute sa place en fait. Et c'est même normalement, ça devrait être une des fonctions d'école. Voilà. oui, une des bases, ouais. Ça, une des bases, oui. Mm. Et, euh, et c'est aussi un temps pour apprendre à apprendre. Alors Mm, les élèves nous regardent en disant apprendre à apprendre. mm, Mais oui, mais mm. parce que ça s'apprend, Oui, apprendre. c'est ça. Et du coup, là encore, par le jeu, par plein d'activités, ils vont sortir de là avec des petits outils dans leur boîte à outils. C'est Et ça. moi, je leur dis, mon travail, c'est de vous apprendre à pêcher, c'est pas de vous donner le poisson. Oui, c'est Donc, c'est ça. vous qui allez pêcher, en réalité. Donc, ça, c'est un point qui est, euh, Oui, plus qui est on les vraiment, outille, pour moi, plus on les essentiel. rend forts, en tout cas. Voilà. Alors, je trouve que quand on sait qui on est, comment ça marche, etc., d'après, on peut mieux encaisser bah, les cailloux dans la chaussure sur la route si l'évaluation ne s'est pas passée comme je le souhaitais. Je vais pas m'effondrer complètement. Je vais dire, tiens, ah, qu'est-ce que j'ai pas activé pour... Et du coup, ça permet ouais, de se maintenir vraiment, de se maintenir en santé. Euh, pour finir, j'aimerais bien que tu finisses sur cette anecdote que j'aime beaucoup, sur la question des rôles modèles, ou en tout cas ce qu'on appelle nos super-héros, et cet exercice que tu as fait avec ta classe de troisième et que tu fais régulièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que je pense que soit en tant qu'enseignant, on peut le mettre en œuvre, ou les accompagnants peuvent le faire. Moi, je le fais aussi. Et je suis pas enseignante, et les parents peuvent le faire aussi. Est-ce que tu C'est peux nous vrai. C'est vrai expliquer? qu'on peut le faire à la maison, qu'on peut le faire Oui, au cabinet, qu'on peut le faire entre famille aussi. L'idée, c'était, on démarre une séquence de travail autour de l'engagement et de l'action de l'individu dans le collectif et dans la cité. Donc, je leur ai demandé d'arriver en cours en ayant choisi à la maison trois héros, trois personnages qui pour eux sont modèles, avec une totale liberté. Ça peut être un sportif, ça peut être un personnage de Picsou Magazine, ça peut être un personnage de littérature, ça peut être un personnage de manga, etc. Donc ils sont arrivés oui, avec chacun leurs trois noms. Ceux qui ont voulu partager l'ont partagé. On a écrit plein de noms au tableau. Moi, j'ai découvert des gens dont j'ignorais totalement l'existence. Voilà. Et puis après, l'exercice est assez simple. Je leur demande en arborescence autour de chaque nom d'écrire 6 ou 7 mots. Je dis plutôt pas des adjectifs, plutôt des noms ou des verbes. Et puis après, en deuxième temps, puisqu'on avait travaillé, on travaille depuis le début de l'année sur les forces de caractère de Seligman, les 24 forces, d'associer à chaque nom une, deux ou trois forces qu'ils mhm, reconnaissent dans la personne. On rediffuse sur l'écran les différentes forces parce que les 24, ils ne les ont pas toutes en tête. Et une fois que ce travail-là est fait, une action que cette personne, que ce modèle a réalisée, qu'ils admirent. Et après, ils se mettent en binôme et ils présentent leur modèle à l'autre. ouais, Et dernier temps du binôme, je leur dis, ben voilà, chacun va dire, ben moi je trouve que ce modèle-là, là, dans les trois, celui-là, il a quelque chose de toi. ouais, Il parle de toi. Et après, le temps à la fin,
ça prend 2 minutes. Je leur dis, bah, écoutez, vous savez, nous, on est des primates. On a besoin des autres autour de nous pour survivre quand on est, puisqu'on ne sait rien faire, hein. Les bébés humains, ils ne savent rien faire. Donc, cette relation à l'autre, elle est essentielle et tous les humains ont besoin de modèles pour grandir. Et en réalité, maintenant, vous allez regarder votre feuille et vous allez vous dire que c'est un miroir parce que les modèles que vous avez choisis, ils disent quelque chose de ce que vous êtes et ils disent quelque chose de ce qui a de la valeur et du prix pour vous. Mm. Voilà. Et alors là, il y en a qui sont bouleversés, Oui. bouleversés. Et du coup, le dernier point de l'exercice, c'est, je leur dis, ben voilà, imaginez-vous, maintenant, vous posez vos pieds par terre, vous mettez votre dos droit, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous respirez un grand coup, vous imaginez dans 10 ans. Mhm. Vous avez réalisé un rêve, vous avez réalisé quelque chose qui compte vraiment pour vous. Et je voudrais que vous écriviez vraiment. Pas juste le penser, mais l'écrire. À partir des forces et des éléments, des mots que vous avez mis autour de modèle, quelles sont les forces et les mots qui vous ont permis d'atteindre ce rêve, qui vous ont permis de vous réaliser comme ça? Et en quoi où vous avez été pioché? Voilà, la persévérance de l'un, la douceur de l'autre, voilà. Et écrivez-le. Voilà. Et à la fin, euh, je leur ai donné des post-it et je leur ai dit, bah, si vous voulez, vous venez coller sur le tableau. Pendant cette séance, j'ai découvert. Et il y a eu des choses très belles écrites sur les post-it, en fait. Voilà. En Donc fait, ça, c'est mon petit bonheur à moi, ouais, ça c'est sûr, parce que parce que c'est c'est le vraiment, retour qui j'adore est. cet exercice que je fais aussi avec des adultes sur qui sont mes super-héros et de dire, bah, en fait, ce que tu apprécies chez lui, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas encore identifié chez toi, mais qui est déjà en germe. Et ce qui est génial là-dedans et qui contribue vraiment à ce que les jeunes aillent bien, c'est de pouvoir euh, se reconnecter à ce qu'il y a de beau chez eux, à ce qu'ils ont de fort, de beau, de spécial parce qu'ils sont souvent en train de se blâmer parce que on les blâme aussi et on les attaque. Donc il y a besoin pour qu'ils aillent bien, il faut quand même qu'ils sentent ce qu'il y a de chouette chez eux. Et moi, je sais qu'au cabinet, souvent avec mes patients, surtout les ados qui vont pas très bien, je dis, mais tu vois, regarde comme ça, c'est formidable chez toi. Et peut-être que tu le vois pas encore, mais moi, je le vois à chaque fois. Donc de leur envoyer ça, de faire le miroir, du coup. Je sens bien que ça a un effet de guérison qui est très puissant. Il faut le dire de manière sincère, hein. On va pas juste leur dire ah t'es super, t'es machin sans le ressentir, mais ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de sentir qu'à l'intérieur il y a du beau pour que ça compense bah, le noir, l'anxiété, les difficultés qui peuvent être là. Donc il faut qu'on rééquilibre ça pour qu'à un moment, hop, c'est le lumineux qui va prendre le dessus. Exactement, pour développer le sentiment qu'ils ont de la valeur, du coup Ouais. qu'ils se doivent des choses vis-à-vis d'eux-mêmes. Et puis, moi, à la fin, je leur dis, ben voilà, vos modèles, ils peuvent vous guider, mais de toute façon, c'est toujours vous qui allez écrire Ah ouais. votre vie. Et du coup, c'est votre liberté aussi. Donc, c'est aussi rejoindre ce besoin d'autonomie, ce besoin d'être relié à son modèle. Donc là, on est en plein dans les trois besoins fondamentaux Ouais, aussi. ouais, Et comme je sais que les mots et les valeurs et les points positifs, ben, quelque part, mon camarade me l'a dit, mon prof m'a dit que ouais, c'était un peu ouais, moi-même c'est ça. aussi, ben, je me sens aussi compétent pour pouvoir rêver, pour m'autoriser à rêver. Voilà. Ouais, ouais, Ben, c'est précieux, je crois. ouais, remettre du rêve. Pour Ouais. leur santé mentale, c'est Ouais. précieux. Ouais. Mm. On va finir là-dessus. Voilà. Merci Pascal, c'était tellement bien cette Merci discussion. Isabelle. J'espère que ceux qui vont nous écouter seront aussi remplis que moi à la fin de cet entretien. Je trouve ça hyper émouvant, c'est génial. Merci à toi et bah, bonne suite du sommet hein, pour ceux qui vont regarder le sommet tout entier. À bientôt. Merci.